Bienvenue dans le débat de France 24. A-t-on connu pire situation en Afghanistan ? Sans doute pas depuis la fin de la guerre, mais a-t-elle jamais cessé en réalité ? On est en droit de s'interroger au rythme auquel se succèdent les attentats ces jours derniers. Kaboul en était encore à compter ses morts de l'attaque samedi à l'ambulance quand un nouveau groupe de kamikazes s'en est pris cette fois à l'Académie militaire nationale de la capitale afghane. Bilan, une dizaine de victimes qui viennent s'ajouter à celles de l'hôtel intercontinental et de l'ONG Save the Children de Jalalabad. Retour sur 8 jours d'horreur en Afghanistan. Le sang n'en finit pas de couler. Cette fois, en plein cœur de Kaboul, un complexe de l'académie militaire a été frappé. C'est la suite d'une série d'attaques sur le sol afghan. Samedi, un attentat à la voiture piégée a fait plus de 100 morts et plusieurs centaines de blessés. Plus tôt, une autre attaque terroriste a fait 20 victimes dans un hôtel de Kaboul. Qui revendique ces attentats? La branche afghane de l'organisation État islamique est très active dans le pays. Elle a revendiqué l'attentat de l'académie militaire ce lundi, mais elle n'est pas la seule. Une vingtaine d'autres groupuscules terroristes sont présents dans le pays. De leur côté, les talibans s'attribuent plusieurs attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines. Depuis plus de 20 ans, ils tentent de s'imposer en Afghanistan. Le pouvoir est-il dans l'impasse? La gestion de la crise est contestée au sein même de la population. Certains évoquent la porosité des contrôles et la corruption qui gangrènent le pays. Le président Ashraf Ghani est au pied du mur face à la surenchère de violence. Comment expliquer la multiplication des attentats? Washington, le principal allié de Kaboul dans la lutte antiterroriste, se désengage peu à peu. Les 100 milliards de dollars investis par les États-Unis en près de 15 ans sont quasi épuisés. Sur le terrain, il reste moins de 10 000 GIs. La Maison-Blanche a tranché. Dans la lutte contre le terrorisme, elle concentre désormais ses forces en Irak et en Syrie. L'Afghanistan, en partie délaissé, est devenu un territoire où pullulent les groupuscules terroristes. Leurs capacités d'action sont loin d'avoir été anéanties. La situation en Afghanistan, on en débat avec à mes côtés Patricia Lalonde, bonjour. Vous êtes eurodéputée UDI, déléguée générale de l'ONG MEWA, Mobilisation en anglais of Elected Women in Afghanistan, et vous êtes chercheuse à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je rappelle également que vous avez écrit notamment l'Afghanistan, Abdullah, l'Afghan qui dit non aux talibans, également Paris-Kaboul, journal d'une femme révoltée. Merci d'être avec nous. Merci également à René Kania, vous êtes politologue, spécialiste de l'Afghanistan et de l'Asie centrale, ancien attaché militaire en Asie centrale. Zalman Haqqani, vous êtes ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. Vous l'avez été de 2002 à 2007. Vous êtes également professeur émérite à l'université de Caen. Merci d'être avec nous. Et enfin, Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des réseaux djihadistes. Le titre de votre dernier ouvrage, Wassim? État islamique, le fait accompli. Le fait accompli, merci. Voilà. Merci à vous quatre d'être avec nous. Zalman Haqqani, que sait-on d'abord de cette académie, la prestigieuse académie militaire Maréchal Fahim, décrite en tout cas ici en France comme un peu le Saint-Cyr afghan? Tout à fait. Cette académie qui a été fondée il y a quelques années, c'est l'académie qui a succédé à l'ancienne académie militaire qui existait sous le roi et sous la première république afghane. Et dans cette académie, il y a entre 4500 et 5000 étudiants, officiers, qui sont formés, qui vont de sous-officiers jusqu'au grade général. Donc c'est une académie très importante pour l'Afghanistan. Et c'est une cible de choix. Patricia Lalonde, cette cible de choix était donc étant cible de choix très protégée, on l'imagine, très surveillée. C'était le cas d'ailleurs aussi du lieu dans lequel l'ambulance a explosé samedi, puisque c'est à proximité de la représentation, notamment de l'Union européenne, mais il y avait aussi l'ambassade de Suède ou l'ambassade d'Inde à proximité. Ça veut dire qu'il y a un message à travers ça. Il n'y a pas de sanctuaire aujourd'hui en Afghanistan. C'est le message que donnent les terroristes. Oui, bien sûr, mais moi je pense que ce qui est très grave dans ce qui est en train de se passer, c'est que Kaboul est complètement infiltré. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque depuis, avec toutes les troupes de la coalition internationale qui sont encore là, le fait que les terroristes se baladent aussi et autant d'informations au sein des institutions à Kaboul. D'ailleurs, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui qui a été donnée par y compris le président Ghani et y compris l'ancien patron des services de sécurité, Abdullah Saleh, qui a expliqué que ça y est, maintenant, les terroristes étaient au sein de Kaboul. Donc ça, c'est une situation tout à fait grave. C'est nouveau, ça, Wassim Nasr?
C'est pas très nouveau, mais ça remonte à la surface aujourd'hui. Il faut rappeler que l'académie militaire était déjà ciblée par l'État islamique il y a quelques mois. Donc c'est la deuxième fois en quelques mois que cette base qui est supposée être sécurisée, etc., est ciblée. On a vu sur les derniers mois une montée en puissance, que ce soit des attentats à Kaboul ou que ce soit, on oublie un peu, des opérations à l'extérieur de Kaboul. Aujourd'hui, les talibans, ils contrôlent un territoire. La plus grosse partie du territoire qu'ils contrôlent dépasse de loin ce qui a été le cas, par exemple, à leur défaite en 2001. Aujourd'hui, c'est inédit, tous les territoires qu'ils contrôlent et tous les territoires où ils sont actifs. Et aujourd'hui aussi, on a donc l'État islamique qui est très présent au Nangarhar, donc à la frontière avec le Pakistan, mais aussi dans d'autres provinces. Et pour rappeler quelque chose, donc on parle beaucoup de guerre contre le terrorisme, etc., en Afghanistan, Syrie, Irak, Mali ou ailleurs. Mais aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'armée américaine, les plus grosses pertes sont en Afghanistan. Les plus grosses pertes, par exemple, de l'armée américaine face à l'État islamique, donc encore une fois, malgré ce qu'on entend, guerre, Syrie, Irak, etc., c'est en Afghanistan. Ce n'est pas ailleurs. Donc ça, il faut le garder en tête. Et on voit, en tout cas, que du moment où il y a un désengagement militaire ou des moyens militaires d'Afghanistan pour être misés en Syrie, en Irak, on a vu la remontée en puissance des talibans et l'implantation de l'État islamique. Donc, ce qui était aussi le cas en Syrie et en Irak. Dès qu'il y a eu des engagements américains en 2011 d'Irak, il y a eu la montée en puissance de l'État islamique, retour en force 2014-2015. Oui. Donc, on remarque que cette guerre en Afghanistan qui dure depuis 2001, on remarque dès la pression militaire occidentale baisse, ça revient. Les mouvements djihadistes reviennent pour la simple raison que tous les éléments objectifs qui ont mené à leur montée en puissance à un moment donné de l'histoire sont toujours là. Et les djihadistes, d'après eux, d'après les entretiens que j'ai pu mener avec eux, ce qu'ils disent toujours, c'est que le temps joue pour eux. Ils disent, nous, on a le temps. Vous avez les montres, nous, on a le temps. Et donc, ils misent sur le long terme. Donc, quand on parle d'une attaque contre l'intercontinental, c'est pas anodin, l'intercontinental. Donc, c'est une attaque, c'est une opération qui a été préparée de longue durée. Les premiers éléments... L'attaque du 20 janvier. Exactement. Donc, les premiers éléments qui menaient vers un ciblage de l'intercontinental remontent à 2011. Du groupe Haqqani. Ça remonte à 2011 quand même. Oui. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que eux, ils peuvent aller sous les radars. On peut imaginer que leur puissance de feu est tarie, que c'est sécurisé, mais c'est qu'ils attendent juste le moment opportun pour agir. On va en parler. On parlera notamment de la présence du groupe État islamique, par quoi elle se caractérise, et bien sûr aussi de la pression des talibans qui, comme vous le dites, n'a jamais été aussi forte. René Cagna, si l'on regarde simplement le mode opératoire de ces deux dernières attaques, celle ce matin, ces tirs et ces kamikazes, le premier qui a quand même réussi, enfin en tout cas les kamikazes qui parviennent à franchir un premier checkpoint avant de réussir cette explosion. Et puis samedi, ces ambulances qui se présentent. Alors il y a eu 2 ambulances à la suite, c'est la deuxième qui a réussi à se faufiler en fait derrière et dans laquelle se trouvait l'explosif. Et le policier a pensé que ces 2 ambulances faisaient partie d'un cortège commun et a donc vérifié simplement la première et pas la deuxième. On voit l'opportunisme des terroristes. Mais est-ce à dire aujourd'hui qu'on est face à des services de sécurité débordés? Sont-ils défaillants ou est-ce tout simplement impossible de prévenir ces attaques? Je crois qu'ils sont dans une épreuve très très profonde et qu'ils vont être confrontés encore plus à cette offensive qui est menée. Ce sont des gens qui ont été formés sur le tas assez rapidement ces derniers temps et qui n'ont pas la compétence de nos services et qui ne peuvent pas affronter ce qui se passe et va se passer. On parle quand même de soldats et de policiers qui étaient censés être formés notamment par des Occidentaux et par les forces de l'OTAN. Oui, mais c'est formé assez rapidement. Je connais bien cette académie, j'y ai un peu fait de formation. Je peux vous dire que le choix des officiers n'est pas toujours excellent. Ils sont là pour assurer leur gamelle, assurer la survie de leur famille et ils sont pris en main d'une façon peut-être un peu maladroite parce que nous ne connaissons pas bien la société afghane et le résultat n'est pas reluisant. Près d'un tiers des soldats afghans disparaissent de l'armée chaque année, soit en désertant, soit parce qu'ils sont tués. Ça veut dire qu'en fait, il faut quasiment réinventer un tiers du corps militaire chaque année ? Exactement.
Exactement, c'est ce que disent les généraux. C'est un peu comme si on effectuait une réparation sur un avion en vol. Quand nous nous occupons de l'armée afghane actuellement, nous effectuons une réparation sur un avion en vol. Et vous voyez là les problèmes que ça peut poser. Il ne faut pas oublier deux éléments aussi qui sont tout aussi importants. C'est que parfois les chiffres des recrues sont gonflés pour la corruption. Parce que on dit c'est des soldats fantômes, donc c'est des salaires qui sont supposés être versés à des soldats et qui finissent dans les poches des uns et des autres. Il y a aussi un autre facteur qui était tout aussi important, c'est que dans l'armée afghane, dans les forces de l'ordre afghanes, que ce soit au niveau des officiers ou des militaires, il y en a beaucoup aussi qui retournent leur veste ou qui sont envoyés par les talibans pour commettre des attaques et des attentats. Il y a plusieurs officiers américains qui ont été tués de la sorte, d'autres militaires occidentaux où ils étaient en train d'entraîner des soldats et ces soldats ont fini par retourner leurs armes donc contre leurs entraîneurs. Donc ces deux éléments-là, il ne faut pas les oublier parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ça fait partie aujourd'hui de la société afghane et que ça soit les talibans ou l'État islamique, ce ne sont pas des martiens. C'est des gens de ce pays qui sont dans le tissu social de ce pays à tous les niveaux. Zalman Haqqani, il y a eu pas mal de critiques, notamment ces derniers jours, à l'encontre des services de renseignement. La police, elle, est critiquée de longue date en Afghanistan. On y dénonce une corruption endémique. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Je crois que tout l'appareil de l'État afghan peut être critiqué. Parce que les problèmes de corruption, les problèmes de compétences, les problèmes d'attirer à la fois des civils et des militaires pour exercer des fonctions pose un problème en Afghanistan. Tout ça, c'est à revoir. La corruption est endémique. La corruption touche toutes les couches de l'appareil de l'État. Donc ça, c'est évident. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à accuser certaines strates de cet État, et y compris le service de renseignement, d'intelligence avec l'ennemi? Parce qu'il y a des accusations de manipulation, y compris par le Pakistan voisin. Il peut y avoir des infiltrations de l'extérieur dans l'appareil de renseignement afghan. Et donc là aussi, comme dans les forces militaires, il y a des problèmes, évidemment. Évidemment, je pense que nos services de renseignement ne sont pas, si vous voulez, sans infiltration des forces extérieures, que ce soit le renseignement pakistanais ou le renseignement d'autres pays voisins. Ça, c'est une évidence, évidemment. Sinon, comment? Patricia Lalonde, l'ennemi, il est au cœur de l'appareil d'État? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut mettre en perspective l'arrivée de Gulbuddin Ekmakhtiar, qui est quand même un grand terroriste, qui a été enlevé par les Américains de la liste des terroristes très récemment. Mais il est quand même rentré en grande pompe à Kaboul. C'est Ashraf Ghani qui l'a fait rentrer, soi-disant pour faire la paix avec les talibans, pour organiser un deal avec les talibans. Il est rentré la négociation avec les talibans. Absolument. Oui. Et il est rentré avec 20 000 combattants hyper armés. Et je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de faire la relation entre l'arrivée de Gulbuddin Ekmakhtiar et ce qui se passe actuellement. Puisque Gulbuddin Ekmakhtiar et tous ces hommes avaient des relations avec les services secrets pakistanais. Donc je veux dire, quand le verre est dans le fruit. En ce moment, c'est le cheval de Troie qui se passe. C'est l'histoire du cheval de Troie qui se passe actuellement à Kaboul. Parce qu'on ne peut pas imaginer autant d'attentats si bien organisés. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer. Comme vous l'avez très justement dit, l'attentat près de Chicken Street et près de la représentation de l'Union européenne, ça a été avec ces deux ambulances, c'était très très bien organisé. L'attaque de la Terre très opportuniste aussi, on peut dire, c'est un coup de chance. Non, vous pensez que c'est préparé au millimètre? Mais très préparé. L'attaque de la Terre continentale, hôtel que je connais bien, parce que c'est là que je vais tout le temps quand je vais là-bas, c'était hyper préparé aussi, très organisé. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des choses on peut pas dire juste, c'est des terroristes comme ça qui arrivent. C'est vraiment... Et je pense que l'arrivée de Gulbuddin Ekmakhtiar a fait bon, voilà, il y a quelque chose. Alors, encore faut-il distinguer dans les revendications, parce qu'il y a effectivement, certains sont revendiqués par les talibans, c'était le cas notamment de l'attentat de samedi, d'autres par le groupe État islamique. Oui, mais enfin, ils changent. Vous savez, c'est comme en Syrie, à un moment donné, tous ces groupes-là, bon, ils s'appellent comme ça, et puis ensuite, enfin, je veux dire, il y a une porosité, mais c'est certain que Daesh
est très présent maintenant, et surtout dans le Nord. Oui. Et il y a une autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une grande déstabilisation du pays aussi politique actuellement, parce que vous avez des revendications très fortes. Le Nord est en train d'être déstabilisé. Le gouverneur du Nord, qui s'appelle Mohamed Oustad Atta, qui est un gouverneur puissant, a Daesh dans sa province. Et donc, il a été destitué par le président Ghani de ça, et il refuse de quitter le poste. Donc, ça crée une atmosphère très difficile en Afghanistan. C'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre en... On va parler justement des différences pour essayer de bien comprendre avec vous, notamment Wassim Nasr, le mode d'action, le mode opératoire et la stratégie à la fois du groupe État islamique et des talibans en Afghanistan. On va se reparler dans un instant. Ce sera la deuxième partie du débat de France 24. Restez avec nous.